Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît, nous allons commencer. Wow, merveilleux. Vous êtes docile ce matin, ça va bien se passer. Alors, mon nom est Jacques Blanchet, je suis directeur du développement et des partenariats à la Maison du développement durable et je vous souhaite la bienvenue ce matin à cet événement extraordinaire organisé en partenariat avec la Fondation du Grand Montréal. La Maison de développement durable est heureuse d'avoir ce partenariat avec la Fondation du Grand Montréal ainsi qu'avec Hydro-Québec qui nous permet d'organiser tous ces événements-là durant toute l'année à la maison. Sans plus tarder, je cède la parole à Karel Méran, directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Karel. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous ce matin. J'aimerais commencer en reconnaissant la présence, au nom de la Fondation du Grand Montréal, la présence ancestrale des communautés Kanien'kehá:ka et de Kahnawake et Kanesatake, qui occupent le territoire qu'on appelle aujourd'hui Montréal depuis des siècles, voire des millénaires. Nous voulons aussi souligner le fait que ce territoire a accueilli au fil des siècles plusieurs autres nations autochtones qui s'y sont établies à différents moments de notre histoire. Et encore aujourd'hui, une population autochtone diversifiée qui inclut les membres des Premières Nations, des Inuits, des Métis, réside sur ce territoire dans des conditions socio-économiques variées. Ce serait intéressant de se rappeler ou aussi de constater qu'une partie significative de notre population de personnes itinérantes à Montréal est composée de personnes autochtones, puis de contraster cette situation-là avec le fait que dans les nations autochtones traditionnelles, on était capable de trouver un toit, de donner un toit à chaque membre de la communauté. Et comme aujourd'hui, on va se parler d'habitation, on va se parler de logement et d'accessibilité. C'est intéressant de contraster comment notre société dite moderne ou contemporaine ou peu importe comment on la qualifie, est toujours pas capable de donner un toit décent à tout le monde. Alors que les sociétés qu'on disait plus traditionnelles, ou je ne vais pas le nommer les autres mots qu'on donnait pour qualifier les populations autochtones puis leurs communautés par le passé, avaient résolu ces problèmes-là et donnaient la possibilité de vivre dans des conditions décentes à tout le monde. C'est aujourd'hui la Journée nationale de l'habitation. C'est donc pour ça qu'on a choisi cette date pour lancer ce rapport. Je veux, avant de vous présenter mon collègue et homologue et complice de chez Centraide, j'aimerais simplement vous dire que la Fondation du Grand Montréal, dans notre mission, on a la mission de publier des données probantes sur différents enjeux dans notre communauté pour pouvoir outiller tous les acteurs à agir sur ces enjeux-là. Et quand Centraide, plus tôt cette année, nous a dit on veut travailler, on souhaite travailler sur la question du logement, tout de suite, on a levé la main pour dire, nous, on est capable de mettre des ressources financières, des bras et des jambes et des dollars pour pouvoir soutenir cette initiative-là et publier aujourd'hui ce qu'on espère va pouvoir mettre la base pour une discussion approfondie sur la question du logement abordable pour tous et provoquer ce débat dont on a besoin parce que la situation actuelle est une crise qui nous éclate au plein visage en ce moment et qu'on va avoir besoin de mobiliser tout le monde dans les prochaines années pour la résoudre. Certainement que le statu quo réussira pas à résoudre cette crise-là. On attribue souvent la citation à Einstein de dire que la folie, la définition de la folie, c'est d'essayer d'avoir des résultats différents en refaisant toujours la même chose. Ben, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on fait la même chose en matière de logement et qu'aujourd'hui, ça nous a mené dans une forme de régression. Alors, sans plus tarder, je veux simplement maintenant passer la parole à Claude Pinard de Centraide qui va faire une job encore plus éloquente que moi pour vous parler du sujet. Merci. Alors là, je peux vous dire que les dames de communication qui travaillent chez Centraide sont très nerveuses parce que
Elles savent que je n'ai pas besoin de discours écrit, puis elles m'ont donné des points de forme, puis ils se demandent vraiment ce que je vais faire avec ça. Alors, gardez bien ça, mesdames. Merci, merci d'être ici. Quand j'ai vu la liste des gens qui étaient présents ce matin, autant par le web, online, en ligne, pardon, et en présent, j'étais vraiment impressionné, mais ça dénote aussi l'intérêt ou le momentum qui est en train de se créer sur la question du logement dans le Grand Montréal. Moi, je vais vous parler, je veux attirer votre attention sur une situation, puis je donne un exemple toujours concret qui est très parlant, puis je vais vous parler de Derek. Derek, c'est un jeune garçon de 16 ans qui habite dans l'arrondissement Saint-Laurent. L'arrondissement Saint-Laurent qui est à 8 km d'ici. Derek, je l'ai rencontré dans un camp de jour qui se fait le soir dans l'arrondissement Saint-Laurent. Le soir, pourquoi? Parce que le directeur général me disait, vous savez, il dit, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que les kids ne traînent pas dans la rue. Alors, Derek, je l'ai rencontré 3 fois pendant l'été, puis il me dit, tu sais, la deuxième fois, il dit, plus l'été avance, plus le contenu de mes boîtes à lunch diminue, plus la quantité de ce que j'ai dans ma boîte à lunch diminue, mais la qualité également. Puis la troisième fois, il était tout sourire, puis il dit, écoute, là, j'ai trouvé une façon d'aider ma mère. Et tu vas travailler 25 heures par semaine pendant mon secondaire 5 cette année. Alors, 25 heures par semaine, pourquoi? Parce que sa mère consacrait 50 de son revenu net pour se loger. Mais Derek, lui, sa solution, c'était de se dire, écoutez, je vais permettre à ma mère d'aider mes 2 frères. Il dit, c'est-tu pas extraordinaire, ça? Alors, vous savez, chez Centraide, on dit toujours, et c'est prouvé par étude, que pour briser le cycle de la pauvreté, le premier indicateur des revenus futurs d'une personne, c'est le niveau d'éducation qu'elle va atteindre. Alors, Derek, lui, pour aider sa mère à passer à travers la crise du logement, va travailler 25 heures par semaine cet hiver. On est en 2022 au Québec. On n'est pas en 1957. Moi, ma mère me disait qu'à l'âge de 19 ans, elle donnait sa paye à sa mère de 22 piastres par semaine comme secrétaire à la ville de Sherbrooke. On est ailleurs, là. On est dans une situation où un garçon de 16 ans prend la situation en main pour aider sa mère à s'occuper de ses frères. Alors maintenant que j'ai dit ça, on est aujourd'hui ici pour parler du logement, naturellement. Et quand on parle de la crise du logement dans les médias, on parle souvent des effets et on ne parle pas souvent de la cause. La cause, c'est des logements trop élevés. Ce sont des logements inaccessibles, inabordables, insalubres, qui font en sorte qu'on a traité les effets de cette cause. Ce qui veut dire que les gens vont se présenter à la banque alimentaire le 15 au lieu du 25 du mois. Ce qui fait en sorte que les gens, on l'a vu dans l'indice d'anxiété financière que Centraide a publié il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, pardon, on voit que les gens sont inquiets de pouvoir se trouver un logement. Et qui sont ces personnes-là? Ce sont des personnes qui gagnent moins de 40 000 $, personnes âgées, les femmes, les immigrants, réfugiés, personnes avec limitation fonctionnelle. Et également, souvenez-vous de Derek, les gens qui n'ont pas de diplôme d'études postsecondaires. Alors, nous, ce qu'on a fait chez Centraide, on n'est pas des promoteurs immobiliers. Nous, ce qu'on fait, c'est d'identifier le logement comme étant l'enjeu social numéro 1 à Montréal au moment où on se parle. Et ce qu'on fait, la capacité qu'on a de se retrouver au centre du triangle privé, public, communautaire et d'avoir la crédibilité de pouvoir réunir les gens, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On a créé un comité cet été et il y avait des représentants de la Ville de Montréal, de la Ville de Laval, Longueuil, de l'UQAM, la coalition CMTQ, Yves, je te vois, bonjour, le RECLAC, regroupement des comités logement associations, la Fondation du Grand Montréal, justement, la Direction de santé publique de Montréal, Laval et la Montérégie, Projet autochtone Québec, Concertation Horizon et le regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement. Alors, ça, c'était le début de la conversation qui ont identifié certaines situations qui doivent être discutées de façon collective, de façon sociétale. Et tout ça va culminer sur un événement qui aura lieu en mai 2023 où qu'on appelle la grande conversation. Et cette grande conversation-là, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table et ça passe des villes, des gouvernements, aux prêteurs, aux groupes communautaires, aux citoyens qui vivent la situation et vous pouvez compter sur nous pour le faire. Alors, vous comprendrez que lorsque Karel m'a dit « Utilise-nous, Claude, comme bras de recherche », c'était les mots exacts.
On a immédiatement sauté sur l'occasion. Donc, merci beaucoup les gens de la FGM pour le travail que vous avez fait, les membres du comité aussi, mon équipe chez Centraide qui ont travaillé très fort, les gens de l'IDQ. Vraiment, je pense qu'on produit ce matin ce qu'on appelle en anglais, je m'excuse, un level playing field. Là. Donc, on produit des données qui nous permettent d'avoir une conversation et de pousser encore plus loin la réflexion sur la nécessité de faire en sorte que des Derek, ça n'existe plus au Québec, et de faire en sorte que les gens puissent s'occuper de leur famille dans la dignité la plus élémentaire et faire en sorte également que, comme société, on se donne les moyens de réussir. Alors, cette grande conversation-là, l'objectif, c'est de se créer des objectifs communs, des définitions communes du problème, des méthodes d'évaluation et des indicateurs de performance sur une période de 10 ans. Non pas, donc, quitter la logique des cycles électoraux et s'assurer qu'on est en mesure de faire une différence pour les plus vulnérables d'entre nous. Donc, merci beaucoup d'être ici ce matin. Je vous invite à continuer à porter cette voix, à prendre l'étude, à la diffuser, à la lire. Je vous invite également à nous aider à faire en sorte que cette question-là demeure dans les médias, demeure près des priorités des villes et des gouvernements, également de faire en sorte qu'on puisse mettre en valeur le travail des organismes communautaires, qu'on puisse faire en sorte que des projets qui sont dans les cartons depuis 5, 7, 8, 9 ans sont bloqués parce qu'ils n'ont pas le bon financement, et de faire en sorte surtout que la dame que j'ai rencontrée dans le Centre-Sud, qui était une nouvelle arrivante, qui payait 70 de ses revenus nets pour se loger, puisse se loger à un taux d'effort de 30 %. Donc, c'est le chiffre que je vous demande de retenir aujourd'hui. On doit travailler à faire en sorte que les logements hauts à Montréal soient accessibles à 30 % des revenus et non pas se complaire à dire quelqu'un d'autre va s'occuper du problème. Donc, merci beaucoup d'être ici ce matin. Merci beaucoup d'apporter beaucoup de dignité dans la vie des personnes vulnérables. Et je vous invite maintenant à entendre quelqu'un qui a des chiffres pas mal plus pointus que les miens. Ceci étant dit, merci beaucoup de votre présence. Ah, parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Emma Abraham, directrice générale de l'Institut du Québec. Je suis accompagnée avec Daï Diallo, notre économiste principal. Et aujourd'hui, on nous a demandé de présenter un petit peu les grandes lignes du rapport que vous avez déjà entre les mains. Mais avant tout ça, je voulais d'abord remercier nos partenaires pour cette étude. C'est aujourd'hui la 3e édition des signes vitaux du Grand Montréal pour laquelle on collabore avec la Fondation du Grand Montréal. Et c'est pour nous, à l'Institut du Québec, on est un centre de recherche qui se spécialise dans les questions socio-économiques. Pour nous, c'est vraiment toujours l'occasion de se pencher, de faire un deep dive. Je me permets les anglicismes parce que tu l'as fait, Claude, dans les enjeux de la grande région de Montréal. On a chaque année traité d'un sujet particulier et cette année, on était très contents lorsque Karel nous a approchés et nous a donné le mandat avec Centraide de nous pencher plus particulièrement sur les enjeux de logement dans le Grand Montréal. L'idée, c'était d'aller au-delà de la crise du logement. On parle beaucoup de la crise du logement aujourd'hui, mais au-delà d'en parler, il faut aussi en documenter les différents aspects, identifier qui sont les personnes qui sont les plus affectées pour permettre à des organisations comme la Fondation, comme Centraide, qui viennent en aide aux organismes communautaires, de mieux cibler leurs actions, de pouvoir vraiment aller toucher ceux qui en ont le plus besoin. On a travaillé donc avec notre équipe à l'Institut du Québec à fouiller les chiffres les plus détaillés possibles pour vous dresser un portrait des enjeux d'abordabilité, mais on l'a pas fait seul, on l'a fait en collaboration avec l'équipe de Karel, l'équipe de Claude, mais aussi un super comité de travail qui a été mis en place et qui nous a permis d'ouvrir notre regard au-delà des données. Ils nous ont toujours dit aller au-delà de la moyenne parce que la moyenne ne veut rien dire. Et donc, c'est ce comité-là qui nous a poussé depuis plusieurs mois à le faire. Et j'aimerais juste les nommer rapidement. Ils sont tous dans la salle et je pense que je les ai tous vus. Maude Beausoleil de Centraide, Marie-André Farmer de la Fondation du Grand Montréal. Attends, je vais prendre ça. Ça marche. Bon. Allô? Ah, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir
pas massacrer les noms. Renaud Goyer du CRACH, Xavier Leloup de l'INRS, Annick Germain de l'INRS également, Éric Michaud du comité logement Ville-Marie, Marco Monzon du comité logement Rive-Sud et Mario, que j'ai vu tout à l'heure, Mario Régis de Centraide du Grand Montréal. Et c'est vraiment avec cette équipe qu'on a pu non seulement fouiller les données, mais aussi avoir une perspective un peu plus terrain sur les enjeux de logement. On a également, je ne sais pas si on a un petit clicker. Ah, ben, on a également eu l'occasion de discuter avec des organisations qui sont sur le terrain pour les interviewer, pour illustrer un peu plus les chiffres qu'on avait collectés. Et je pense principalement aux équipes de la Frappru et du Corpi qui ont généreusement donné de leur temps pour discuter avec nos équipes. Alors, oui, c'est ça. Je vais parler un petit peu de l'approche utilisée, des grandes lignes du rapport, puis ensuite, je vais laisser la parole à Dai qui a vraiment mené le projet et qui vous parlera plus précisément de certains chiffres. Alors, peut-être d'abord sur l'approche utilisée, si on peut aller… Mais d'abord, Claude vous a demandé de retenir le chiffre de 30%. C'est à partir de là qu'on a commencé. C'est de dire, c'est quoi un logement inabordable? C'est sûr que ces définitions-là sont toujours un petit peu arbitraires, mais ça nous permet de dresser un portrait basé sur des données probantes sur le portrait montréalais du logement. Alors, un logement, on considère qu'il est inabordable lorsque on doit y consacrer au-delà de 30% de nos revenus totaux pour payer notre hypothèque, pour payer notre loyer, pour payer les frais d'électricité, par exemple. Ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, il y a quand même 24% des personnes sur l'île de Montréal qui vivent dans des logements inabordables. La situation est un petit peu moins aiguë à Laval et à la Rive-Sud, mais on compte quand même 17 à 14% de personnes qui vivent dans des logements inabordables. Mais au-delà de cette moyenne-là, justement, qui sont les personnes les plus touchées? Alors nous, on a vraiment, avec l'aide de l'équipe de Centraide, on a fouillé les données du recensement, qui sont les données les plus détaillées qui sont disponibles actuellement, et pour voir non pas la moyenne, mais plutôt dans quel quartier exactement, quel type de ménage vivent les enjeux d'abordabilité. Et au-delà du 30% qui peut être arbitraire, ben, est-ce qu'il y a des personnes qui consacrent justement 60%, 70% de leurs revenus pour se loger? Et donc, on a fouillé les données de Centraide et ensuite, on a aussi beaucoup travaillé avec le comité de travail et les rencontres, les interviews qu'on a fait pour définir ou identifier quelles étaient les conséquences de ces enjeux d'abordabilité. Donc, lorsqu'on vit dans un logement inabordable, ben, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les effets sur les gens? Puis peut-être, je vais vous donner, je vais scooper Dai, en fait, tout de suite. Je vais dire qu'est-ce qu'il faut retenir, comme ça, vous aurez juste cette diapo à retenir et puis après, vous pourrez boire votre café pendant les diapos de graphiques. Alors, ce qu'on voit, c'est que les enjeux d'abordabilité, c'est vraiment surtout des enjeux du logement locatif. Il y a 36% des locataires dans la grande région de Montréal qui vivent dans des logements inabordables. Ce qu'on voit également, c'est que c'est vraiment un enjeu l'enjeu est le plus aigu dans les quartiers centraux. Alors, on peut penser, oui, au centre-ville de Montréal où on est aujourd'hui, le plateau Mont-Royal, mais également les quartiers centraux sur la Rive-Sud, à Longueuil notamment, et sur la Rive-Nord, Chomédie, par exemple, à Laval. Et ce qu'on voit également, c'est que même lorsqu'on regarde les données dans tous les quartiers, il y a certains types de ménages qui sont systématiquement plus affectés. On peut penser aux personnes à faible revenu, on peut penser aux immigrants et surtout les résidents non permanents, les personnes vivant seules, ça comprend beaucoup de personnes âgées, les familles monoparentales ou encore les minorités visibles. Et donc, ces groupes-là, quel que soit le quartier qu'on regarde, ben, leur taux d'effort, donc la part de personnes qui vont vivre dans des logements inabordables est plus élevée. Pourquoi on voit cette situation? Ben, c'est certain que les loyers pour le marché locatif sont à la hausse depuis plusieurs années. Mais au-delà de ça, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté, c'est que c'est vraiment lorsque on est appelé à déménager, parce qu'on doit déménager, notre famille s'agrandit,
on a un changement de familial, on est obligé de déménager parce que notre propriétaire veut qu'on déménage, ben, c'est surtout là qu'on rencontre les plus grands écarts. Donc, si on regardait le loyer moyen des logements inoccupés, donc ceux qui étaient vides, il augmentait beaucoup plus rapidement que des logements occupés. Pourquoi les loyers augmentent? Notamment parce que l'offre est insuffisante. L'offre de logement, elle est insuffisante. Le taux d'inoccupation, il est faible à Montréal, mais c'est surtout les logements abordables qui se font de plus en plus rares. Les grands logements pour les familles se font de plus en plus rares et les logements dans la périphérie de Montréal se font de plus en plus rares. Les conséquences, eh bien, lorsqu'on vit des enjeux d'abordabilité du logement, ben, on est plus susceptible de vivre dans un logement qui est inadéquat, qui n'est pas de la bonne taille, qui nécessite des réparations. Et ça, on va le montrer également dans les chiffres. Alors ça, c'était mon petit résumé, puis je vais laisser Dai aller un peu plus dans la profondeur et présenter les résultats de notre analyse. Ouais. Merci beaucoup, Emna. Donc, on l'avait un peu stagé et vous a montré tous les résultats avant que je passe un peu plus dans les détails. Donc, des graphiques sont quand même intéressants. Vous pouvez prendre votre café, mais les graphiques restent quand même aussi intéressants. Et je ne pouvais pas commencer cette présentation avant de remercier, comme l'a fait Emna tout à l'heure, toutes les personnes qui ont participé à ce travail-là. Ça a été un travail de longue haleine qui a été mené sur les 4-5 derniers mois. Emna a cité beaucoup de personnes qui ont été sur ce travail-là. C'est vrai que j'ai, en bon anglicisme, l'idée, le projet du côté de l'Institut du Québec, mais je devais quand même remercier mes deux collègues qui sont ici, Simon Savard, économiste principal à l'IDQ, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet-là, et aussi Mia Tazi, notre assistante de recherche. Donc, merci, chers collègues. Oups. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, première chose qu'on voulait vous montrer, Emna en a parlé tout à l'heure, en termes d'abordabilité du logement, on remarque de nombreux facteurs qui sont différents, soit en fonction de la géographie que nous regardons, ou soit en fonction des types de population. Puis le premier constat que l'on peut faire, c'est que sur l'île de Montréal, une personne sur 4, à peu près donc 24% de la population, a un taux d'abordabilité qui est beaucoup plus élevé que 30%. Donc, c'est à ce moment-là que l'on considère qu'il y a des enjeux en matière d'abordabilité. Ce sont des gens, comme le disait Emna, dont le revenu, quand on le compare aux frais de logement, est égal à 30% de l'effort qu'il doit faire. On constate aussi ce même phénomène à Laval et à Rive-Sud, même si c'est beaucoup moins important. Mais il faut le reconnaître, c'est quand même quelque chose d'assez grave si une personne sur 4 met plus de 30% de son revenu à se loger. Là, c'était vraiment tantôt le portrait général en fonction des différentes parties du Grand Montréal que nous avions décidé de regarder avec l'aide de Centraide. On a aussi fait l'effort d'aller un peu plus loin que les grandes parties du Grand Montréal. On a aussi regardé ce qui se passait dans les différents quartiers du Grand Montréal et dans les différentes zones du Grand Montréal. Quand on prend l'île de Montréal, et ici vous avez vraiment des séparations qui sont les séparations qui sont généralement reconnues par Centraide, c'est vraiment dans le centre-est que quand on a une population et un ménage, celle-ci consacre une plus grande part de son revenu à se loger. Et le centre-est, c'est des quartiers comme le centre-ville de Montréal, c'est des quartiers comme le centre-sud. À la fin du rapport, on ne l'a pas mis ici, mais vous verrez tous les détails sur ces différentes zones-là, si vous voulez en savoir un peu plus sur les différents quartiers. Et ici, on peut voir que dans le centre-est, les populations mettent environ 36%, il y a 36% des populations qui mettent plus de 30% de leur revenu à se loger. Donc, c'est l'endroit où ça coûte le plus cher pour se loger qu'on a une population. Puis, dans l'ouest de l'île, on est seulement rendu à environ 19%. Donc, comme ça, on peut voir où est-ce que ça se passe en termes d'abordabilité dans les quartiers de l'île de Montréal et dans les zones de l'île de Montréal. Ce travail a aussi été fait pour Laval et pour Longueuil, mais vu qu'on n'a que 15 minutes de présentation, on ne vous le montre pas ici, mais si vous voulez en savoir plus, ça se trouve dans le rapport. Ensuite, une fois qu'on a regardé ça par zone géographique, on a aussi essayé de regarder comment ça se passait en termes de groupes populationnels. Comme le disait Emna tout à l'heure, on remarque systématiquement que certains types de populations font face à des enjeux d'abordabilité qui sont beaucoup plus importants que la moyenne des populations montréalaises. Et à ce niveau-là, malheureusement, c'est vraiment les personnes à faible revenu qui sont les populations qui font le plus face à des enjeux d'abordabilité de logement. Et quand on regarde sur l'île de Montréal, c'est environ 71%
des populations à faible revenu qui mettent plus de 30% de leurs revenus à se loger. C'est quand même quelque chose, c'est grave, c'est 7 personnes sur 10. Et quand on va un peu plus dans les détails, il y en a 2 sur 10, 21%, qui mettent plus de 80% de leurs revenus à se loger. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais 80%, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. On en parlait tout à l'heure, c'est le genre de constat que l'on peut faire. Et comme je le disais, à la moyenne montréalaise, on est à 24%. Et par contre, pour les populations à faible revenu, on est à 76%. Quand on regarde les populations qui ne sont pas à faible revenu, seulement 12% consacrent plus de 30% à se loger. Donc, il y a un écart d'à peu près 1 sur 7 par rapport à ces deux types de populations-là. Donc, on l'a regardé pour l'île de Montréal, on l'a regardé pour la rive sud, on l'a aussi regardé pour Laval, sur la rive nord. Donc, on arrive toujours à ces mêmes constats-là, que c'est vraiment ces types de populations-là qui, malheureusement, consacrent une plus grande part de leurs revenus à se loger. Et dans le rapport, on a d'autres types de constats que l'on a fait. Je vous en ai mis quelques-uns ici, mais si vous voulez en savoir vraiment plus, vous pourrez lire le rapport par la suite. Mais l'une des choses, comme le disait Emna tout à l'heure, on a aussi essayé de regarder la différence entre les populations locataires et les populations propriétaires. Et quand on était une population locataire, on consacrait une plus grande part de son revenu à se loger, que ça soit sur l'île de Montréal, à Laval ou sur la rive sud. Et ici, le chiffre qu'on a, par exemple, c'est que 36% des locataires occupaient un logement jugé inabordable, donc consacraient plus de 30% de leurs revenus à se loger. Et quand on regardait le cas des ménages propriétaires, ce chiffre était beaucoup moins important. Donc là aussi, on a une différence assez claire entre ces types de populations. Après avoir regardé les enjeux d'abordabilité, comme le disait Emna tout à l'heure, on a essayé aussi de regarder la situation du loyer, parce que enjeu d'abordabilité égale aussi frais de logement. On a vu comment est-ce que ces frais de logement-là ont augmenté. Puis, je ne pense pas que les gens vont s'étonner ici, mais ces 5 dernières années, en 2016 et 2021, le loyer a augmenté partout dans le Grand Montréal. Et là, on peut voir, on a essayé de le voir vraiment en fonction des logements occupés et des logements inoccupés, parce que l'on oublie souvent cette petite différence-là, mais qui a quand même un aspect important. Donc, en matière de logements occupés, en ces 5 dernières années, le loyer mensuel a augmenté d'à peu près 150 $ par mois. Vous multipliez ça par 12, ça vous fait quand même un gros montant à débourser à chaque année pour les logements occupés. Et pour les logements inoccupés, cette progression a été beaucoup plus importante. Elle a été de 226 $ parce qu'en termes de logements occupés, les réglementations sont moins... il y a moins de réglementations, donc il y a plus de possibilités d'augmenter le prix du loyer. Les logements nouvellement construits qui arrivent sur le marché aussi ne sont pas réglementés de la même manière, mais c'est un constat que l'on peut faire. Augmentation du loyer ces 5 dernières années, fardeau supplémentaire. Puis pour les logements inoccupés, le fardeau est encore plus important. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet aussi de constater? C'est que si vous voulez déménager, par exemple, pour aller d'une place à une autre, ça va vous coûter malheureusement beaucoup plus cher à déménager dans la plupart des cas. Donc, surtout si vous allez vers un logement qui était inoccupé, ça fait en sorte que les mouvements de population sont moins importants et les gens sont obligés de rester dans des logements qui sont parfois inadéquats et qui ont des enjeux. Et aussi, on a remarqué qu'en termes de loyer, les loyers qui ont le plus augmenté, c'est les loyers de petites qui sont occupés dans les logements. C'est vraiment les studios et les appartements de une chambre, donc qui touchent les personnes seules, qui touchent les personnes étudiantes, qui touchent des personnes, des populations qui voudraient se loger dans ce genre de maison-là en termes de loyer de manière générale. Et aussi, un autre phénomène, c'est que les loyers augmentent beaucoup plus rapidement à l'extérieur de l'île de Montréal, dans les banlieues de l'île de Montréal, que sur l'île de Montréal. Donc, ça aussi, c'est un phénomène à prendre en considération. Sur l'île de Montréal, les loyers sont déjà assez élevés. Et quand vous sortez de l'île, les loyers ont une progression qui est beaucoup plus rapide. Et ça, on le verra, c'est aussi dû à des enjeux comme des taux d'inoccupation qui sont beaucoup plus faibles dans les périphéries et dans les banlieues de Montréal. Donc, loyer en progression, ça se comporte d'une manière différente entre les occupés et les inoccupés. Et quand on regarde aussi le type de logement, les loyers aussi augmentent d'une manière différente et touchent, par exemple, des populations plus particulièrement vulnérables. C'est un peu ce que l'on a pu constater en termes de loyer. Et on a aussi regardé tout ce qui était disponibilité, parce que quand on parle d'abordabilité, on a regardé les frais, puis on a aussi regardé les questions de disponibilité. Puis si on regarde ce graphique-là, c'est qu'on peut se rendre compte que les taux d'occupation sont préoccupants dans le Grand Montréal. À partir de 2016 ici, vous voyez que ces taux sont en dessous de 3%. 3% est le seuil
où on considère que ça commence à devenir préoccupant, qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais il faut quand même garder le regard là-dessus. Puis, en 2017 et 2021, ça a toujours été en dessous de 3%. En 2021, on atteint le 3%, mais ce qu'il faudrait faire, on parlait de moyenne tout à l'heure, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans les différentes zones du Grand Montréal. Parce que la réalité est bien différente que l'on soit sur l'île de Montréal, dans le centre-ville de Montréal même, par rapport aux banlieues proches et aux banlieues périphériques. Donc, taux d'occupation préoccupant à regarder. C'est un peu petit, désolé. Mais pour vous faire un petit résumé, c'est que quand on regarde ces taux d'occupation, en haut, vous avez des taux d'occupation, je vous cite Terrebonne. Quand vous vivez à Terrebonne, vous avez un taux d'occupation de 0,1%. Je vous mets au défi de trouver un logement inoccupé à Terrebonne. C'est quasiment impossible, sinon impossible. Tandis que quand vous descendez, vous venez plus vers l'île de Montréal. Dans le centre-ville de Montréal, par exemple, les taux d'occupation sont beaucoup plus élevés. Ils sont à 6,3%. Donc, il y a du logement disponible. Mais comme on l'avait avec notre comité de travail, c'est parfois des logements qui ne sont pas adéquats pour les besoins de la population. Donc, c'est des logements dans les tours du centre-ville. C'est des logements qui peut-être ne sont pas, qui ne respectent pas tous les critères nécessaires pour que des personnes à faible revenu, des personnes qui ont vraiment besoin de se loger puissent se loger. Donc, des enjeux qui sont différents en fonction des lieux du Grand Montréal qui font que les taux d'occupation sont extrêmement faibles dans les banlieues, puis un peu plus importants sur l'île. Et peut-être, juste pour revenir sur celle-là, vous le verrez aussi dans le rapport, on a regardé les taux d'occupation en fonction des revenus. Constaterez là aussi que plus vous êtes une personne à fort revenu, plus les taux d'occupation sont importants. Donc, ça veut dire que l'on peut se loger, tandis que plus vous êtes une personne à faible revenu, plus les taux d'occupation sont faibles. Donc, on a des enjeux pour se loger. On l'a regardé, puis on a aussi regardé les taux d'occupation en fonction de la taille des logements. Les logements de 3 chambres, 2 chambres, sont les logements qui sont les moins disponibles sur le marché. Donc, les familles qui veulent se loger, les personnes qui sont en groupe qui veulent se loger ont des enjeux plus importants pour trouver du logement dans le Grand Montréal. C'est le genre de choses que vous pourrez voir en regardant le rapport. Puis finalement, on a parlé de loyer, on a parlé de taux d'effort, on a parlé de taux d'occupation. Les conséquences de tout ça, c'est qu'on a de plus en plus d'enjeux en termes de logement, en matière de logement adéquat, en matière de réparation sur les logements, en matière de taille de logement. Et donc, ici, on se rend compte qu'entre 2018 et 2021, quand on regarde la situation des réparations majeures, le nombre de logements qui nécessitaient des réparations majeures a augmenté dans le Grand Montréal. Donc, le nombre de ménages qui se trouvent dans des logements où il faut réparer ce logement-là. Donc, tout ça, ça fait partie des conséquences de la situation de l'abordabilité dans le Grand Montréal. Et comme d'habitude, les locataires sont un peu plus touchés que les propriétaires. Donc, je pense que c'est un constat qu'on a souvent fait dans ce rapport-là. Puis, on regarde, il y a une autre statistique que l'on regarde souvent en termes de logement, qui sont les besoins impériaux de logement. Donc, tout logement qui est inabordable, tout logement qui a besoin de réparation majeure, tout logement qui a besoin qui est trop petit pour les populations qui y vivent. Donc, c'est ce qu'on appelle les besoins impériaux de logement. Puis quand on regarde ça, c'est qu'en 2021, malheureusement, les locataires étaient les personnes les plus touchées par des enjeux de besoins impériaux de logement. Je vous donne un exemple. Dans les logements subventionnés, 20% des ménages vivent un enjeu de besoins impériaux de logement. Donc, leur logement est soit trop petit, soit inabordable, soit nécessite des réparations. Quand on regarde les propriétaires, sans hypothèque, c'est 3%. Donc, il y a à peu près 6 fois plus de ménages locataires qui vivent des besoins impériaux de logement que de ménages propriétaires. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, ça permet de comprendre certaines spécificités et où est-ce qu'on a besoin d'aide, par exemple, quand on doit mettre en place certaines mesures. C'est le genre de choses que vous pourrez voir à travers le rapport. On avait une dizaine de minutes pour vous le présenter, ça a été assez rapide, mais je vous inviterai à le lire après le café cet après-midi. Et puis, vous aurez encore plus de données sur la situation du logement dans le Grand Montréal, qui est un peu plus préoccupante, surtout pour différents types de populations qui sont plus vulnérables. Emna, je pense que pour notre petite conclusion. Merci, merci Dai pour ce compte-rendu. Ben, je pense que c'est simplement le mot de la fin que je partage avec Claude et Karel, mais l'idée, c'est de dire que
Cet exercice, il était intéressant parce que ça nous a permis de voir le portrait le plus détaillé possible de la situation du logement à Montréal. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment suivre cette évolution. On va avoir des données au même niveau de détail dans les prochains mois. La Fondation du Grand Montréal et Centraide sont engagés à aller fouiller ces données-là pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été quoi l'impact de la pandémie sur ces enjeux-là? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans l'avenir? Donc, ça va être très important de suivre l'évolution de ces données. Et ce que je comprends, c'est que ces données-là vont être partagées à la moitié de 2023 avec vous pour faire le point sur la situation. Je pense que ce que nous, on a retenu de nos leçons apprises de l'exercice qu'on a fait, c'est que les enjeux d'abordabilité sont complexes à appréhender. On a besoin d'une compréhension commune de ces enjeux-là, d'où l'importance de publier et de diffuser ce genre de recherche qui permet de, comme tu le disais tantôt, avoir le même niveau de compréhension et avoir les mêmes données en main. Ça nous a aussi démontré à nous qui adorons fouiller dans les chiffres qu'il faut aller vraiment au niveau le plus détaillé, le plus nuancé pour comprendre les enjeux et surtout cibler les personnes qui en ont le plus besoin. On a été un petit peu frustrés parfois par l'absence de certaines données, la vétusté de certaines données. On est souvent confronté quand on parle d'habitation d'utiliser des données un petit peu anciennes qui sont pas de la meilleure qualité qui soit, qui utilisent des définitions différentes. Et donc, je pense qu'il y a un effort à faire encore auprès de nos organisations statistiques, mais aussi de toutes les organisations de recherche qui se penchent sur la question pour définir et améliorer la qualité des données qui sont disponibles. Et enfin, l'importance de compléter l'analyse de données plus quantitatives avec des données qualitatives, rencontrer les gens sur le terrain, ce que Centraide et la Fondation du Grand Montréal font très bien. Et donc, c'est ça aussi qui a fait le succès de cette initiative. Alors, merci encore, Karel, pour la confiance et Claude pour le partenariat. Ça a été une super expérience pour nous tous. Bon, il y a tellement de micros ici, je ne sais plus quel prendre. Merci beaucoup. Puis à mon tour de remercier Emna et Dai et l'équipe de l'UDQ, encore une fois, d'avoir fait ce travail-là avec un échéancier qui était enfin, j'ai eu des doutes. Et d'autre part, on les a poussés beaucoup parce que si on regardait, comme tu viens de le mentionner, Emna, si on regardait, ou Dai aussi, que les chiffres, les grandes moyennes, les chiffres globaux, on n'était pas capable de distinguer là où la crise du logement se vivait concrètement. Et donc, il faut aller au-delà des grandes moyennes pour être capable. En fait, il faut tasser des arbres, il faut tasser la forêt si on veut voir les arbres. En fait. Donc, là-dessus, on aurait un peu de temps pour une période de questions. S'il y en a qui ont des questions, on me dit qu'il y a des questions. Vous pouvez prendre des questions ici. Il y a un micro dans la salle. Catherine a un micro. Sinon, on prend aussi des questions en ligne. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut briser la glace. Oui, monsieur. Attendez, ça prend le micro parce que sinon, les gens en ligne ne vous entendront pas. Merci beaucoup. C'est juste une question technique. Le rapport, pour les gens qui veulent le consulter, tout à l'heure, on parle que le rapport est disponible, mais est-ce qu'il est disponible en ligne? Est-ce qu'on a des copies de papier? Il est disponible en ligne, certainement sur le site de la Fondation du Grand Montréal, qui est www.fgmtl.org. J'imagine qu'on l'a mis en Oui, il est en en page d'accueil. ligne, puis je pense qu'il est sur le site de Centraide également. Certainement. Et il va y avoir des copies physiques éventuellement en quantité très limitée. Donc, oui, la réponse est oui. Si je peux me permettre, effectivement, sur notre site web. Et sur notre site web, vous verrez qu'on a également lancé une plateforme en ligne en collaboration avec l'Université McGill qui vient détailler la situation des logements. Merci. La situation des logements. Et vous pouvez faire plusieurs croisements super intéressants en fonction des quartiers de Montréal, le pourcentage de revenus consacrés au logement, donc sur le site de Centraide. Bonjour, merci beaucoup. On parle souvent là, de logement abordable, logement social, un peu de façon interchangeable, mais en fait, c'est deux réalités très différentes. Je me demandais si vous aviez des données
par rapport aux besoins dans ces deux types de logements-là? Je vais me mettre là pour la retransmission Zoom. Merci pour la question. C'est un enjeu qui est souvent revenu durant les 3-4 derniers mois de travail avec le comité de travail. Et effectivement, c'est très clair que les données en termes, que les réalités du logement social ou abordables sont différentes. C'est deux réalités complètement différentes qu'il faut aborder de manière différente. Donc, nous, dans le cadre de cet exercice-là, avec les données auxquelles on avait accès, qui étaient quand même très particulières sur certains types de populations, on n'avait pas le nécessaire pour pouvoir présenter des données en fonction soit des logements abordables ou soit du logement social pour les enjeux que l'on voulait mettre de l'avant. Donc, le taux d'effort, les taux d'occupation, on n'en avait pas assez aussi pour pouvoir l'exprimer sur l'ensemble des zones géographiques parce que ça a été systématiquement fait d'une certaine manière, aller voir comment ça se passe sur tous les territoires du Grand Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas présentés, puis ça faisait partie des conclusions et des recommandations. L'idée, c'est qu'il faudrait que les autorités qui produisent ce genre de données le fassent systématiquement pour différents types de populations, pour différentes géographies et aussi pour différentes réalités, comme le logement social et abordable. Donc, c'était l'une de nos conclusions, c'est que ces données-là ne sont pas facilement accessibles, ne sont pas rapidement accessibles, donc il faut travailler à les rendre accessibles pour pouvoir illustrer ces enjeux-là. Bonjour. Tout départ, pour commencer, peut-être dire que c'est une démarche très intéressante. Maintenant, toute la question de la non-abordabilité, est-ce qu'à travers cette démarche, on va regarder les effets, les dommages collatéraux des gens? Tu sais, on parle, bon, difficulté de se loger, l'argent va tout pour se loger, mais l'impact collatéral que ça a sur, au niveau scolaire, au niveau de la santé, etc. L'isolement, l'exclusion. Alors, c'est une des raisons pour laquelle une des raisons pour lesquelles les santé publiques sont impliquées pour qu'on puisse justement aborder ces questions-là. Également, l'autre point qui est super important pour Centraide, c'est s'assurer d'avoir une conversation sur l'accessibilité des logements. Et on l'a vu au niveau de l'indice d'anxiété financière que les personnes avec limitation fonctionnelle étaient les personnes les plus anxieuses de pouvoir se loger de façon convenable. Donc, ce sont des données qui définitivement, pour Centraide, sont super importantes également pour la Fondation du Grand Montréal. Mais au niveau de l'impact sur la santé publique, on a les santé publiques autour de la table pour s'assurer d'avoir ce genre de conversation-là. Merci de la question. Merci beaucoup. Ma question est liée aux autres questions aussi. C'est mon inquiétude, et merci encore pour cette analyse détaillée, intéressante, importante aussi. Mon inquiétude est que, est-ce que ces données vont exclure la situation des personnes aujourd'hui qui vivent dans la rue, par exemple, et aussi la situation des personnes qui vivent, par exemple, avec une déficience intellectuelle ou fonctionnelle ou qui sont neurodivergentes et qui habitent avec leurs parents, qui sont sous le radar souvent. Alors, c'était ma question, en fait. Merci. Merci beaucoup pour la question. Et effectivement, ça fait partie des populations vulnérables. Malheureusement, en termes de données détaillées, on n'avait pas ces données-là. Je donne un exemple. Quel serait, par exemple, le taux, quelle serait, par exemple, la situation de l'abordabilité pour des personnes neurodivergentes sur l'île de Montréal? Malheureusement, on n'avait pas ces données-là, donc on n'a pas pu les présenter, mais c'est des enjeux, effectivement, dont on parle de manière générale dans le rapport. Il y a des passages où, très clairement, on rappelle que l'itinérance c'est un enjeu qu'il faut documenter de manière beaucoup plus importante. Il y a des rapports sur l'itinérance. Ce mois-ci, par exemple, il y avait le grand dénombrement à Montréal sur les enjeux d'itinérance, mais ce n'est pas des rapports, malheureusement, qui nous permettaient d'avoir accès à des données détaillées à ce niveau-là. Donc, ça fait partie de tout ce travail-là à faire dans les mois, dans les années à venir. Rappeler que c'est des enjeux importants, qu'il faut les documenter pour qu'on puisse les comprendre dans leur entièreté. Et j'ajouterais à ça, Malvina, si je peux me permettre, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la fin, c'est également le début d'un processus. Dai l'a mentionné tantôt, les données vont être révisées en temps réel pour, entre autres, l'événement du mois de mai. Mais on parle également, Centraide, à un autre groupe pour s'assurer d'avoir des données béton qui viendraient ajouter des couches
d'informations sur les données présentées. Puis naturellement, on va utiliser, vous avez entendu le commentaire d'Emna tantôt sur la vétusté ou sur l'absence de données. Donc, l'objectif, c'est d'avoir également un grand chantier pour s'assurer qu'on comprenne ce qui affecte les différentes populations. Cette question-là, je pense, nous amène à nous poser la question, comme société, qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on ne mesure pas? Donc, il y a des choses qu'on mesure, mais vraiment dans le fin détail, là, puis on a des données économiques très, très, très profondes sur à peu près tous les aspects. Quand on arrive dans le social ou dans l'environnemental, souvent les données sont inexistantes. Et donc, c'est inexistant, c'est comme si le problème n'existait pas en soi. Puis c'est un peu comme pour cette raison-là que la Fondation du Grand Montréal veut publier des signes vitaux pour essayer de rendre visible avec des données probantes des choses qui souvent sont moins visibles. Mais c'est évident qu'on se heurte à l'inexistence de certaines données. Et là, à ce moment-là, on a besoin de faire un appel aux autorités publiques compétentes pour mettre les efforts qu'il faut pour produire ces données-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené, nous, à soutenir le projet des indicateurs de bien-être au Québec pour essayer de mesurer autrement qu'avec le produit intérieur brut notre succès comme société. Puis on s'est rendu compte qu'il y a plein de données qui n'existent pas et donc on ne mesure pas très bien la santé socio-économique, environnementale de notre société. Oui, bonjour. C'est intéressant ces données. Les comités logement associations de locataires du Québec les diffusent depuis longtemps. Donc, je suis content que ça soit diffusé ailleurs aussi. Mais nous, on voit pas ça comme une cause. Je suis un peu étonné qu'on dise que c'est la cause de la crise du logement. C'est un effet. C'est-à-dire, le problème d'abordabilité est un effet de la cause qui est les droits des locataires ne sont pas respectés. Lorsqu'on dit entre les déménagements, il y a des hausses de loyer très importantes, c'est parce que la loi n'est pas respectée. Lorsque des locataires perdent leur logement suite à des reprises et des évictions illégales, la loi n'est pas respectée. On a là la cause qui explique l'effet qu'on voit maintenant. Alors, je suis un peu étonné qu'on dise que cette question d'abordabilité est une cause de la crise. En fait, je pense qu'on s'est peut-être mal compris, mais ce que je parlais, c'est une cause de la pauvreté, l'effet d'avoir des logements trop élevés. Alors, la cause crée des effets qui sont recours à sécurité alimentaire, l'anxiété, déménagement, tout ça. Mais lorsque je parlais de cause à la pauvreté et à l'exclusion, pas sur l'abordabilité. Mais moi, j'ajouterais que ça pose toute la question de est-ce que le logement est un droit ou un privilège? Et donc, dans ce cas-ci, on est vraiment dans une situation où on sent que c'est pas reconnu vraiment comme étant un droit fondamental. Et pourtant, plusieurs des autres droits fondamentaux découlent de la possibilité ou non d'avoir un logement décent. Donc, oui, effectivement, il y a un enjeu de ce point de vue-là, absolument. Bonjour, tout à fait d'accord, Karel, avec vos propos. On parle beaucoup de logement social, logement abordable. On le sait tous, il n'y a personne ici qui n'est pas absolument convaincu de la nécessité urgente d'aller de l'avant dans ce secteur-là. Mais on ne parle pas de temps, on ne parle pas de méthode ou de quand est-ce qu'on commence. Chaque mois, il y a des gens qui souffrent. Tu sais. Alors, la notion de données, c'est bien beau, mais on est tous convaincus. Et ce serait tellement important de pouvoir travailler fort sur les moyens et le temps. La notion de temps dans les OBNL, souvent, elle est moins accentuée. L'effort est moins mis là-dessus que l'objectif. Alors, l'objectif ici, c'est aussi le temps. Merci beaucoup, Luc. Et honnêtement, je vais le laisser comme un commentaire, non comme une question. Mais ce que je dirais, c'est que je pense que ce qu'on a réussi en menant l'étude, en continuant à parler à tout le monde, en amenant tout le monde autour de la table, en écrivant dans les médias, tout ça, c'est qu'on a réussi à sortir ce que j'appelle du festival du 1er juillet. Puis là, c'était, à partir du 15 juin, c'est à mode, on parle du logement. Là, maintenant, on parle du logement depuis 7 mois d'affilée dans les médias. On n'a pas vu ça depuis un bout. Tu parlais aussi de l'autre effet, l'effet des îlots de chaleur, le festival des îlots de chaleur. On va en entendre parler. L'hiver commence, l'itinérance, il fait froid, tout ça. Donc, tu sais, il y a un problème comme systémique et on a réussi à amener la question au niveau des décideurs. Et je le disais à Ada il y a 2 secondes, la ministre de l'Habitation a le rapport entre les mains déjà. Les 3 maires des 3 grandes villes ont le rapport entre les mains déjà. Donc, l'idée, c'est de se mettre à l'action et de rassembler la société civile autour de ces questions-là. Mais je suis parfaitement d'accord avec ton commentaire, il faut passer à l'action.
Moi, sans vouloir se couper quoi que ce soit, mais c'est certain que autant pour Centraide que pour nous puis d'autres acteurs dans le monde philanthropique, on se questionne beaucoup à savoir comment on peut utiliser nos ressources, le capital qu'on détient pour devenir un joueur actif dans le logement abordable, le logement social, plus qu'on l'est en ce moment. Puis se servir de ce capital-là comme effet de levier pour mobiliser d'autres. L'enjeu qu'on va avoir toujours, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir un appui déterminé et déterminant de la part des autorités publiques qui ont la capacité de créer des programmes qui vont fonctionner. Donc, ça viendra, la solution va venir de tout le monde. Je pense que Claude l'a bien mentionné. On a besoin d'une mobilisation pour en arriver, avec une obligation de résultat, pas seulement une obligation de moyens. En ce moment, on voit que on n'a pas en tête un certain nombre d'indicateurs qu'on aimerait voir bouger avec un engagement concret de tous les paliers de gouvernement puis des acteurs de la société civile et du privé aussi. Donc, je pense que c'est vers là qu'on veut tendre, mais il y a encore un peu de travail à faire, mais au moins, on a jeté la base aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de travail à faire, pas un peu. Alors, on a quelques... Merci. On a quelques questions en ligne. Il y en a beaucoup qui ont déboulé d'un coup, là, donc vous permettrez de... Je vais essayer de réunir un peu les questions qui peuvent l'être ensemble pour qu'on puisse répondre au plus de préoccupations possibles. D'abord, du point de vue des solutions, évidemment, tout le monde est intéressé par les solutions. Spécifiquement, quels acteurs doivent, selon vous, être impliqués, public, privé, qui doit vraiment répondre à l'appel, puis embarquer vraiment dans un mouvement pour déterminer, en fait, appliquer les solutions qui s'imposent? Alors, les citoyens, les groupes communautaires, les comités logements, les villes, la santé publique, les banques, les grands prêteurs, les gouvernements et tout le monde. C'est la raison pour laquelle on appelle ça, nous, à Centraide, la grande conversation, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Alors, il faut absolument s'impliquer parce que c'est pas un problème de Grand Montréal, c'est un problème de société. J'ajouterais peut-être un chiffre. Il y a un chiffre qui est important, qui n'est pas dans le rapport, mais qui est vraiment important à mentionner. Dans le plan d'immobilisation du gouvernement du Québec pour les 10 prochaines années, on prévoit 30 milliards de dollars pour les routes, puis à peine un peu plus de 2 milliards de dollars pour le logement. Et je pense qu'on a à se questionner, là, à savoir est-ce qu'on doit rééquilibrer nos efforts. Pas que les routes sont pas importantes, mais il y a un coût d'opportunité à mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans un endroit et très peu dans un autre. Puis en ce moment, le coût de ça, le coût social de ça, c'est le manque de logements abordables, puis toutes les problématiques sociales qui en découlent. Donc, il y a peut-être un questionnement à savoir est-ce qu'on ne devrait pas avoir des investissements. Puis je parle vraiment d'investissements parce que les investissements dans le logement pour l'État sont rentables. Sont rentables non seulement dans l'investissement lui-même, dans le bâtiment, mais rentable aussi du point de vue des coûts sociaux qui sont évités et ça peut tout très bien être documenté. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire sur pourquoi on en est venu à dépenser 15 fois plus pour paver des routes que pour loger des gens. Une autre question en ligne aussi, ça serait peut-être plus pour l'Institut du Québec. Sur le plan des données, on a mentionné évidemment que il y a de la difficulté à obtenir certaines données. À votre connaissance, les gouvernements, particulièrement le gouvernement du Québec, se basent sur quel flux de données, sur quelles statistiques pour établir ces programmes gouvernementaux qui, évidemment, ont un impact très important sur tout l'enjeu de l'habitation. Et une sous-question, j'en profite pour une sous-question, est-ce qu'il y a des données ADS, c'est-à-dire différenciées selon le sexe, qui sont disponibles ou qu'on peut inclure dans une conversation comme celle-là? Oui, pour la première partie de la question, la plupart des agences statistiques qui font des enquêtes sur le logement, donc on a la Société canadienne des hypothèques et du logement dont le travail est d'aller chercher un maximum de données sur la situation du logement, données qui sont réutilisées par certains organismes du gouvernement du Québec. On a aussi Statistique Canada, donc l'enquête canadienne sur le logement qui est
souvent effectuées qui permettent d'aller chercher ces données-là. Puis au Québec, on a aussi différentes données en provenance de l'ISQ et des différents ministères qui travaillent sur les enjeux de logement. Donc, c'est vraiment les principales sources de données que l'on peut aller voir. Puis, je peux rajouter à ce que disait Claude tout à l'heure, c'est que dans la conversation à avoir sur le logement, on a cité beaucoup d'acteurs, mais ces agences statistiques-là aussi doivent être impliquées, ou du moins, on doit leur demander, comme on le disait tout à l'heure, de permettre d'avoir accès à des données qui sont beaucoup plus localisées en fonction de différents types de populations, de zones géographiques, et que ça soit facilement accessible. Peut-être pas à toutes les enquêtes, à tous les recensements, donc ça soit beaucoup plus facilement accessible. Pour la deuxième partie de la question, des données ADS sont de plus en plus disponibles. Ça fait quelques années maintenant que Statistique Canada commence à faire des enquêtes qui touchent, par exemple, les populations issues de la diversité sexuelle. Dans le recensement, on en a vu qu'il y en avait de plus en plus. Est-ce qu'elles sont encore disponibles en matière de logement? C'est un travail à faire, mais oui, c'est dans le mandat de ces agences statistiques-là de permettre d'avoir accès à plus de données qui sont disponibles en fonction du sexe ou en fonction d'autres enjeux de diversité et d'inclusion. Donc, des données qui sont de plus en plus disponibles. Merci, Dai. Pour ceux qui ont des questions en ligne, on va tenter d'y répondre subséquemment parce que le temps file. Il me reste 2 questions ici avant la fin de l'événement. Donc, Merci. Bonjour, Jeanne Robin, je suis directrice principale de Vivre en Ville. Merci pour l'étude qui me semble présenter des résultats très intéressants. Je comprends que cette initiative-là, des mots d'introduction que vous nous avez fait, je comprends qu'il y a un objectif immédiat qui est de mieux connaître les personnes qui vivent avec les conséquences du manque d'abordabilité du logement pour être capable de leur venir en aide tout de suite, peut-être par d'autres appuis financiers puis d'autres modèles, mais en même temps, le constat que ça nous coûte très cher en tant que société d'avoir un problème, une crise du logement. Et donc, en fait, ma question, c'est pour être capable de répondre à ce problème-là, est-ce que les données que vous présentez illustre le portrait du parc résidentiel actuel dans le Grand Montréal et est-ce qu'il y a une idée de ce que serait le parc résidentiel idéal, ce qui permettrait peut-être d'identifier des pistes d'action pour y arriver? Est-ce que ça doit être en construisant des logements plus grands, dans différents quartiers, de différents types, davantage de logements hors marché, ou est-ce que, bref, est-ce qu'il y a ce portrait-là au-delà de la question de l'abordabilité, le portrait du parc résidentiel et du parc résidentiel souhaité? Réponse courte, non, pas encore, mais on pensait demander à Vivre en Ville de nous aider là-dessus. Oui, oui, c'est Heather Johnston. Je suis la directrice générale du projet Autochtone du Québec. Nous avons commencé aujourd'hui avec une reconnaissance territoriale. On constate qu'on est sur le territoire des peuples autochtones ici à Montréal. Après, je n'ai pas entendu dans le rapport, je sais pas, j'ai pas lu le rapport au complet. Est-ce que ça traite des problèmes spécifiques des peuples autochtones à Montréal? Nous savons qu'ils sont surreprésentés dans la population en situation d'itinérance. On vient de lire le rapport de l'Ombudsman de parle d'une crise humanitaire des populations inuites dans la zone de Milton Park. Et je veux juste m'assurer mon inquiétude que si on n'identifie pas les problèmes spécifiques, les défis spécifiques pour les populations autochtones à Montréal en termes de logement, qu'on va pas être à la recherche des solutions. Pardon. Ça va être mon avis personnel, là, mais je pense que cette crise humanitaire-là a besoin qu'on elle ne peut pas être noyée dans la notion générale d'abordabilité du logement dans le Grand Montréal. Je pense qu'on a besoin de la regarder de près, précisément, puis trouver des solutions à cette crise-là. Là, je pense qu'il y a des... je sais pas, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que l'enjeu est devenu tellement important puis tellement criant que je pense qu'on a besoin d'intervenir de façon spécifique sur cet enjeu-là. Mais dans l'étude actuelle, on a abordé un peu les questions d'itinérance, pas nécessairement, et on mentionnait un peu les questions d'itinérance autochtone, là, mais c'était pas une étude sur l'itinérance comme telle, mais on sait que les deux sujets sont liés ensemble. Donc, pour nous, là, à la FGM, on a vraiment une préoccupation de voir comment on peut intervenir spécifiquement sur
la crise inuit à laquelle on assiste en ce moment. Là, je pense qu'il y a besoin qu'on s'y penche de façon très, très, très spécifique avec un plan d'action précis. Là. Puis je serais heureux d'en parler pour continuer la discussion. Merci. Ceci met fin à la période de questions et réponses orales. Merci tout le monde pour votre présence. Il y a du café, des petites bouchées et voilà, bon reste de journée. Merci beaucoup.